La suite de BFM Story, on va s'intéresser à ces règles parfois bien incompréhensibles du déconfinement. Contrairement à ce que semblait vouloir le gouvernement, on a appris que les rassemblements privés avec plus de 10 personnes finalement étaient autorisés. En revanche, ces rassemblements à plus de 10 personnes sur l'espace public, dans l'espace public, sont interdit. Alors, pourquoi ces différences? Quels sont les risques aussi? Est-ce qu'on ne va pas avoir effectivement tout d'un coup une dérive vers des apéros, des soirées, des barbecues à 15, 20 ou 30? On va essayer d'y voir plus clair avec le docteur Marty qui nous accompagne ce soir, avec Christophe Barbier, et nous accueillons Sarah Lou Cohen, la chef du service police-justice de BFM TV. Alors, expliquez-nous pourquoi déjà il y a deux règles différentes. Alors d'abord, il n'y a pas deux règles, il n'y en a qu'une, mais il y a eu des propos qui ont semé le doute, notamment ceux du Premier ministre qui, le 28 avril, dit effectivement que tous les rassemblements de plus de 10 personnes, y compris dans les lieux publics et les espaces privés, seront interdits. Très vite, tous les juristes, notamment ceux de l'intérieur, vont se dire que ça ne va pas être possible d'interdire les rassemblements dans les lieux privés. Donc le projet de loi, au départ, il est très flou et il ne mentionne que les lieux publics. Et évidemment, le Conseil constitutionnel va venir un peu clarifier les choses et il rend un avis qui est, lui, extrêmement limpide le 11 mai et il indique que les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation. C'est-à-dire que chez soi, on peut se réunir à plusieurs, à plus de 10. Alors évidemment, il n'y a pas de limite. On peut faire une fête. Donc on peut faire une fête à 300 chez soi. Alors, malgré tout... À condition d'avoir une grande maison. Voilà, l'idée c'est que quand même le gouvernement rappelle qu'il faut respecter les mesures de distanciation. C'est d'ailleurs même indiqué dans un décret, le décret du 12 mai. Enfin, le gouvernement ne va pas les vérifier à la maison si par exemple, tout le monde respecte les mesures barrières. Il y a tapage nocturne. Voilà, donc là, la police est appelée, elle intervient, elle constate qu'il y a dans un appartement d'étudiants 70 personnes. Là, ils peuvent verbaliser et ils peuvent mettre une amende de 38 €. Et à qui la mettent? À la personne qui a organisé? À celle qui a organisé. Ceux qui sont là? Ceux qui sont là, ceux qui ne respectent pas la fameuse distanciation. Donc oui, c'est possible. De toute manière, là, le secrétaire d'État, Laurent Nunez, l'a dit ce matin, les forces de l'ordre ne vont pas aller taper chez les gens pour vérifier combien ils sont. Donc ils en appellent au civisme, mais effectivement, ils sont tombés sur une difficulté. À vouloir mettre parfois trop de règles, eh bien, on se prend les pieds dans le tapis, docteur Marty. Alors, on ne voit pas bien la différence entre le danger que représente un rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public ou dans l'espace privé. Ce qu'il faut rappeler, c'est que encore une fois, c'est une pathologie de la concentration populationnelle. Donc c'est une pathologie qui se transmet quand les gens sont proches et quand ils sont nombreux. Et on sait depuis quelque temps, et ça corrobore un petit peu ce qu'on disait depuis plusieurs semaines, c'est que c'est les lieux clos qui sont dangereux parce qu'il y a une part d'aérosolisation. Ça veut dire que quand tu te trouves dans une pièce à 15-20 personnes, c'est là qu'il faut porter des masques, précisément, dans les open space, dans les supermarchés, dans les endroits où il y a beaucoup de monde et où il n'y a pas d'air brassé, où il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur avec un air qui est renouvelé. Différent de la climatisation, qui elle va... Vous êtes en train de dire que le barbecue dans le jardin est moins dangereux que la soirée évidemment, dans l'appartement. Évidemment, ce qu'on conseille aux gens, s'ils doivent faire une soirée à 10, 15, 20 personnes, s'ils peuvent la faire à l'extérieur, qu'ils la fassent à l'extérieur, en respectant, encore une fois, les distances, en portant des masques, évidemment, pour manger. C'est pas possible pour boire non plus. Évidemment, si on a bu de l'alcool, ça va être difficile de respecter les mesures. En tout cas, ce que l'on répète, en gros, on a 8 jours à tenir. On a 8 jours et on va savoir. Dans 8 jours, on sait si le déconfinement va provoquer ou non un effet délétère ou si au contraire, il y a véritablement un effondrement de cette épidémie. 8 jours, c'est pas long. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre nous... Vous dites avant d'organiser des soirées chez vous, attendez 8 jours. Oui, on sait que les gens se sont déconfinés en gros, 4-5 jours avant le discours, avant le 11. Bon, donc on sait qu'il faut 14 jours. Donc dans 8 jours, 10 jours maximum, on sait. Je crois qu'on peut quand même tenir encore 8 jours, 10 jours pour voir, quoi. Christophe Barbier, c'est vrai qu'on a un gouvernement qui, depuis le début, fixe beaucoup de règles. On a des attestations et puis à un moment donné, on se prend voilà, il y a tellement de règles qu'il y a des incompréhensions et des choses un peu absurdes qui surgissent. Oui, mais l'état de droit a fonctionné. Oui, il y a des pataquès de communication entre ce qui est dit, ce qui est applicable. Mais l'état de droit a fonctionné puisque le président du Sénat, le président de la République et des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, en ce cas précis, n'a pas censuré une disposition. Il a constaté que dans la loi d'état d'urgence sanitaire,
les locaux à usage d'habitation n'étaient pas concernés par le moins de 10 personnes. Donc il a vérifié que la loi était conforme à la Constitution. Et donc finalement ça a marché. En plus, il y a quand même une différence, c'est que si vous trinquez avec un inconnu sur le canal Saint-Martin et que quelques jours après vous êtes positif, pour retrouver le cas contact, bonjour. Si vous faites une soirée chez vous, vous êtes a priori capable de dire qui était là et de donner leur numéro de téléphone au médecin pour les remonter. C'est plus simple de faire une enquête, puisque maintenant, c'est le principe. Hein. On fait l'enquête, on teste, et ensuite on isole ceux qui sont malades. C'est plus simple si, effectivement, chez soi, on sait précisément qui était là, la famille, les amis, alors qu'un rassemblement sur l'espace public, c'est un brassage de population, parfois de gens qui se... Voilà, canal Saint-Martin ou sur les marches du Sacré-Cœur. Voilà, on ne se connaît pas forcément, on est ensemble. C'est tout le paradoxe du contact tracing, où on sait que ce système-là est d'autant plus facile que les gens se connaissent. Donc paradoxalement, il est plus facile à la campagne, en ruralité, dans les départements où il y a peu d'interactions sociales, où les gens se connaissent tous, que dans une grande ville comme Paris, où personne ne se connaît, et où plusieurs fois par jour, on est en contact proche et prolongé, avec des gens qui portent pas forcément des masques, encore que c'est de plus en plus respecté. Il faut saluer il faut saluer le civisme des gens. Mais voilà, donc faire une soirée chez soi où tout le monde se connaît, oui, s'il y a un cas de contamination, s'il y a un cas porteur du Covid, ça sera plus facile de remonter ensuite et de retrouver tous les cas contacts. Oui, donc barbecue, apéro en famille, il faut rester raisonnable. Modération. Faut rester raisonnable. Faut penser aussi que dans ces rassemblements privés, il y a des personnes à risque. Et donc, faut peut-être, leur conseiller de ne pas venir. Ça va poser pour le pouvoir, encore une fois, le problème de la gestion des cérémonies religieuses. Pour l'instant, sur les lieux de culte, il y a une gestion un peu compliquée. Les lieux de culte sont ouverts, les cérémonies ne sont pas permises. Ça va s'arranger mi-juin. Mais se marier, par exemple, est devenu très compliqué. Alors, est-ce qu'on peut se marier à l'église et à la mairie avec très peu de monde et puis faire une grande fête après dans le jardin de votre château, comme vous disiez, avec 300 personnes pour la fête du mariage? C'est un petit peu compliqué. On peut rester collé, mais vraiment dans l'intimité. Dès qu'on est en famille, il faut s'espacer. Arrêtez, ce que les gens vont croire que j'ai un château. Vous savez, c'est très premier degré, surtout sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'avais compris. Pour l'instant, c'était pas le cas. J'aimerais bien, peut-être un jour, Sarah Lou Cohen, je vous inviterai, Christophe. Sarah Lou Cohen, sérieusement, effectivement, pas. Là, le problème, c'est que dans l'espace public, on a vu les policiers intervenir. Canal Saint-Martin, ils sont venus, et puis voilà, pour dire. Ils sont intervenus, et puis le lendemain, le préfet de police de Paris a pris un arrêté pour effectivement empêcher et dissuader les gens de se réunir de manière trop nombreuse. Notamment sur les quais de Seine. Exactement, aussi. Exactement. En revanche, on ne peut pas intervenir dans le jardin de tous les Français, vérifier si on est trop nombreux au barbecue. Non, puis c'est surtout que là, le message qui est passé, c'est que maintenant que la France se déconfine, les forces de l'ordre vont être occupées à d'autres missions. On imagine, notamment d'investigation. Évidemment, toute la délinquance va aussi reprendre. Donc, il faut pouvoir laisser les policiers faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire enquêter, interpeller sur des missions plus importantes que contrôler la distanciation sociale dans des soirées privées. Parier sur le bon sens aussi des Français qui, comme le dit Dr Marty, ont adopté assez facilement le masque. Ça semblait impossible et finalement ils l'ont fait. Parlons maintenant des vacances, parce que Édouard Philippe a bien sûr présenté son plan Marshall pour le tourisme, 18 milliards d'euros sur la table pour sauver un secteur plus que sinistré. Et puis il a envoyé un message aux Français, ça y est, vous pouvez réserver vos vacances pour juillet et pour août. Le feu vert est donné par le chef du gouvernement lui-même, mais attention, il préférait que nous partions en France, privilégier donc la destination française. Les dom-toms, les professionnels du tourisme s'engageraient à rembourser intégralement si l'évolution de l'épidémie ne rendait pas possible finalement ce départ en vacances. Nous sommes avec Michel Durieux, un professionnel du tourisme, directeur général du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Monsieur Durieux. Vous avez dû apprécier les mots du Premier ministre qui nous a donné finalement le feu vert pour réserver nos vacances cet été. On a senti une certaine dynamique et ça fait du bien, et les acteurs du tourisme l'attendaient. Il faut que cette euphorie soit aussi accompagnée par une certaine organisation pour être prêt finalement à recevoir du monde. Les Français vont voyager en France et les étrangers vont avoir du mal à venir. Donc oui, c'était une excellente nouvelle de pouvoir avoir des dates, donc être sûr que juillet et août, on peut s'organiser, et même après des petites ouvertures, puisqu'il a annoncé quand même aussi que le 25 mai, entre le 25 et le 28 mai, il annoncerait si on peut même commencer un tout petit peu plus tôt. Il a parlé de 2 juin et du 21 juin. C'est des dates qui permettent de s'organiser. La SNCF, d'ailleurs, dès demain, va ouvrir ses réservations pour l'été.
Globalement, on le dit depuis le départ, il va quand même falloir réorganiser le transport, donc la SNCF. L'aérien, on le sait, et on le voit, et vous en parlez beaucoup sur les médias, de grosses difficultés pour redémarrer. Donc on va être sur le train et la voiture. Donc il faut maintenant, sur le train, s'assurer qu'on arrive à garder ses distances et on arrive à bien l'organiser, même quand il va y avoir beaucoup de monde, et ça va monter en puissance, et qu'on va être capable aussi sur les destinations de bien accueillir tous ces gens qui vont venir à la fois en voiture et en train. Alors justement, certes, on me donne le feu vert pour réserver mes vacances, mais où ça précisément? Dans un camping? Oui, dans un camping, dans un hôtel, dans des résidences privées. Avec les mesures barrières? Avec les mesures barrières, tout le monde est en train de s'organiser. On le voit, les autres pays européens ont commencé aussi à le faire. Il faut commencer à parler des bars, des restaurants, qui sont quand même un maillon important dans l'organisation. Les campings, ils se disent déjà prêts depuis longtemps. Les hôtels n'ont pas fermé, mais les campings, ils ont de l'espace. Il faut garder la distanciation, ils sont organisés, ils mettent les barrières, ils mettent du gel, ils mettent les produits qu'il faut, ils sont capables de mettre à disposition aussi des masques quand il le faut. Donc je pense maintenant que les professionnels ont encore quelques semaines pour se préparer, et ils le seront. On va avoir quand même une situation un peu dégradée, parce que certains professionnels, on le sait, et ça a été dit ce matin au Conseil interministériel du tourisme, certains professionnels n'ont déjà plus la capacité d'ouvrir pour cet été. Mais Michel Durieux, tout ça est sympathique, ça donne de l'espoir, ça permet de penser aux vacances. D'ailleurs, tout le monde ne pourra pas partir en vacances avec la crise économique qui se profile. Et puis, sur les plages, quand on voit les règles pour aller sur la plage, alors on a le droit de se baigner, mais pas de poser sa serviette, ni se poser sur la serviette. Donc c'est ça les vacances que vous nous promettez, c'est-à-dire qu'on pourra aller sur une plage, mais pas bronzer. On pourra aller dans un camping, mais pas profiter forcément des activités, notamment la piscine. Voilà, c'est ça le problème aussi, Michel Durieux. Je pense qu'il faut aussi être réaliste. Ça veut dire, on a des contraintes, on va essayer de les aménager. Les destinations vont faire tout le possible, parce que vous parlez des plages dynamiques, on passe et on bronze pas, on va à l'eau. C'est maintenant. Si ça se passe bien et si le déconfinement continue normalement, on peut avoir des plages qui vont être des lieux sur lesquels on va pouvoir bronzer et se poser, aussi statique cet été, bien sûr, si on avance. Vous avez dit quelque chose qui était très intéressant. Vous avez dit, est-ce qu'on va pouvoir aussi avoir les moyens de partir en vacances? Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. La partie sociale, pour le moment, elle n'a pas été annoncée, et je me doute que le gouvernement va continuer à aller dans ce sens. On parle de chèques vacances, on parle d'aider les enfants à partir en vacances. Les territoires, la région de Nouvelle-Aquitaine, travaillent à la mise en place d'un chèque vacances exceptionnel, un chèque tourisme qui permettrait à des familles en difficulté de pouvoir aussi continuer à partir en vacances. Parce que les congés, c'est un droit. Partir en vacances, c'est quand on peut. Et là, il faudrait que ça devienne un droit aussi. Et donc, il va y avoir un gros problème social, puisque certains ont été plus affectés que d'autres au niveau économique. Restez avec nous, Michel Durieux. Docteur, c'est le 4e jour de déconfinement. C'est bien raisonnable de penser aux vacances estivales, là ? Je crois qu'il faut quand même qu'on en parle, parce qu'il y a un but, il y a un horizon pour les Français qui est celui-là. Les Français ont subi une violence avec cette épidémie, avec un doute très important, ne sachant pas de quoi demain va être fait. Je crois qu'on est à 2 mois des vacances. On voit que l'épidémie est en train quand même de baisser. Tout laisse à penser, en étant sur le scénario optimiste, que on est sur la fin de l'épidémie et que donc on va pouvoir aménager ces vacances, parce que on dit fin de l'épidémie, mais ça ne veut pas dire que le virus, lui, va disparaître. Le virus va nous accompagner pendant encore des mois et des mois et des mois. Et comme on le disait précédemment, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement. Donc même s'il y a une saisonnalité, même s'il perd en quelque sorte de sa contagiosité, il va nous accompagner. Donc il faudra quand même qu'on garde un certain nombre d'habitudes par rapport à ce virus. Mais je crois qu'il faut que effectivement on relance à la fois l'économie, on relance l'économie touristique, la restauration, l'hôtellerie. C'est important pour la santé du pays, et la santé du pays, c'est aussi du sanitaire. Christophe Barbier,
Édouard Philippe, on lui a beaucoup reproché jusqu'à présent d'avoir un discours assez pessimiste, en tout cas très prudent. Là, il offre un peu d'espoir. Déjà, de l'espoir pour les professionnels du tourisme, un secteur qui est quand même totalement à l'arrêt. Et puis de l'espoir aussi pour les Français, ils peuvent penser à leurs vacances. Oui, mais parce qu'en son fort intérieur, le Premier ministre est passé d'un pessimisme à un autre pessimisme. Il y avait le pessimisme épidémique face à la maladie, l'inquiétude de cette seconde vague. Et puis maintenant, il y a le pessimisme économique. Il y a même une énorme angoisse économique, c'est-à-dire que malgré un déconfinement réussi, le redémarrage de l'économie ne se fasse pas bien. Le patron des patrons, Geoffroy Draud de Bézieux, le disait ce matin sur BFM Business, il y a une véritable inquiétude de ce côté-là. Des Français en bonne santé, mais une machine économique durablement en panne. Et ces mesures qui apparaissent comme en effet plus optimistes, elles sont peut-être aussi le fruit d'une alarme intérieure au sein du gouvernement. Il faut relancer l'économie plus vite que prévu, parce que sinon, on ne se remettra pas du remède qu'on a utilisé contre l'épidémie, c'est-à-dire le confinement. Michel Durieux, pour l'instant, c'est la France, les dom-toms. Alors là, bon, je note une petite contradiction, c'est-à-dire qu'on pourra prendre un avion pour aller, par exemple, en Guadeloupe, mais pour l'instant, on ne nous explique pas, on ne nous dit pas, vous avez le droit de prendre un avion pour aller aux États-Unis ou ailleurs. Oui, bah alors attendez, là vous brûlez quelques étapes. Avant de reprendre l'avion, il faudra que les avions commencent à revoler. Donc le Premier ministre, quand il dit les dom-toms, c'est parce qu'il est à peu près sûr pour la continuité territoriale qu'il y aura des avions pour aller sur les dom-toms. Sur les autres destinations et sur les autres pays, on a d'abord une difficulté sur les frontières, une difficulté sanitaire, et ensuite, il faut que les compagnies aériennes se remettent à voler. Et pour que les compagnies se remettent à voler, il faut qu'elles soient assurées qu'il y ait des passagers. Donc on est quand même dans quelque chose qui va durer un long moment. C'est pour ça qu'il y a de grosses compagnies aériennes, et on l'a entendu, compagnies aériennes américaines, qui risquent de disparaître dans les prochaines semaines. Donc c'est trop tôt, vous le dites vous, en tant que professionnel du tourisme, bien sûr, c'est beaucoup trop tôt pour envisager des vacances à l'étranger cet été. On a quand même la difficulté, et le docteur vient de le dire, une difficulté d'un virus qui est toujours là. Donc on a toujours cette possibilité à un moment donné que ça redémarre quelque part, et donc de re-envisager un rapatriement. Donc globalement, la recommandation, c'est quand même de prendre des vacances sur une destination proche de son domicile. Rester dans son pays, c'est une première solution. Globalement, en Europe, c'est ce qui risque d'arriver. C'est pour ça que la France va recevoir beaucoup moins de touristes étrangers cette année. Et même les touristes européens, même si les frontières sont rouvertes et qu'on dit qu'ils peuvent venir. Tout le monde va avoir cette attitude. Et donc, tout en étant positif, il faut garder quand même cette vision du sanitaire et d'un virus qui est toujours présent. Et les destinations sont en train aussi de s'organiser. Que doit-on faire et comment traite-t-on une situation si par hasard un cluster devait commencer? Et donc tout ça, c'est des questions, on se les pose maintenant, justement pour que pendant la période de vacances, tout fonctionne et que globalement nos destinations ne ressemblent pas à des hôpitaux mais ressemblent à des destinations touristiques. Merci Michel Durieux, merci pour ces vacances donc qu'on peut maintenant réserver. Édouard Philippe nous l'autorise pour cet été. La SNCF qui mettra donc à disposition demain ses trains pour cet été en réservation. Vous voyez les très belles images de la dune du Pilat.